Je vais poursuivre l'analyse de ce mouvement de spécialisation, de sous-catégorisation de la littérature romanesque jusqu'à son extrême limite en m'attachant à un micro-genre, je crois qu'il faudrait plutôt dire un nano-genre, nommé roman aérostatique. Je sais quelle attente ce mot-là éveille en vous. Dans une demi-heure, vous serez consterné de voir que la montagne aura accouché d'un ballon percé. Alors, dans ce dessin, je me propose de partir d'une définition à la fois peu canonique et rudimentaire, mais pratique, du sous-genre littéraire, selon laquelle un sous-genre se définit comme un réseau de contraintes thématiques et morphologiques étroitement interdépendantes. On peut en tirer le principe que moins les contraintes sont nombreuses et fortes, et plus le genre est vaste. Plus il est susceptible de subsumer de textes, et plus grande est sa longévité potentielle. Le roman, comme la poésie, ce sont des genres transhistoriques à faibles contraintes morphothématiques. En revanche, lorsque les contraintes thématiques se précisent, se multiplient, le genre tend à se subdiviser en sous-genres, le roman historique, le roman d'aventure, etc. Le nombre de textes susceptibles d'y trouver place décroît, et le combiné morphothématique qui compose ce sous-genre devient lui-même potentiellement moins stable et moins durable. Mon but est donc d'observer le fonctionnement d'un tel système subgénérique, et pour ce faire, l'idéal serait de disposer d'un cas où les contraintes sont telles que le sous-genre en question accède tout juste à ce statut, où il remplit les conditions minimales pour acquérir la reconnaissance générique. Mais plutôt que de travailler sur un artefact de laboratoire qui serait dépourvu de validité et d'existence, il faudrait en trouver un qui existe, qui ait déjà été constitué et dénommé comme genre. Théophile Gautier, cité dans l'appel à communication de notre colloque, nous fournit un exemple avec le roman maritime, qu'il tient pour une spécialité beaucoup trop étroite. Avant d'ajouter, demain, un autre s'arrogera le monopole des romans en diligence. Les ports seront des auberges, et au lieu de sombrer, on versera. En diligence désigne ce que j'appelle la donnée thématique, les contraintes morphologiques qui découlent de ce choix propre à ce sous-genre, affectant la spatialité, l'auberge, et l'événementialité, la diligence versera. Alors Gautier, même si ce colloque lui donne tort d'avoir condamné cette spécification du genre romanesque, cerne donc bien le problème qui m'intéresse. Mais ne sachant pas trop si le roman en diligence a jamais constitué un genre reconnu comme tel, j'ai choisi d'examiner un cas similaire, et plus caricatural encore, celui d'un romancier qui publiait autour de 1900, sous le pseudonyme inconnu aujourd'hui de Léo Dex, des romans dont le titre était suivi de la mention « roman aérostatique ». Alors j'ignore si l'auteur, de son vrai nom Édouard de Bureau, avait choisi cet appellatif sur le paradigme du roman historique ou du roman psychologique, pour la rime, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'un homme à la fois sérieux et passionné. Il s'agissait d'un officier de l'armée française qui commandait, avec le grade de capitaine, une compagnie d'aérostiers, je vais définir ce qu'est l'aérostat, et qui cherchait, par des expériences soutenues par le ministère de la Guerre, à améliorer les capacités des appareils, expériences dont la presse faisait état. C'était également un vulgarisateur qui publiait des articles dans diverses revues, et c'est là qu'il m'intéresse, un auteur de romans d'aventure inspiré par son métier. Mais avant d'en venir à ces romans, il faut définir, car c'est là le noyau de contraintes thématiques qui va engendrer les formes admissibles dans ce sous-genre, il faut définir ce qu'on entendait à cette date par aérostat. Pour ce faire, il faut rappeler le débat qui partageait les pionniers de la future aviation dans les années 1890. L'aéronef de l'avenir devait-il être plus léger ou plus lourd que l'air ? Plus léger, répondait de Bureau,
puisque c'était son métier de voler sur des aérostats. On appelait en effet aérostat un appareil plus léger que l'air, c'est-à-dire composé d'une enveloppe gonflée soit avec de l'air chauffé, c'est la montgolfière qui a décollé au début des années 1780, soit avec un gaz plus léger que l'air, à savoir de l'hydrogène. La construction de ces... Je vais entrer dans quelques détails techniques qui vont précisément exercer des contraintes sur l'inventivité romanesque de notre romancier. La construction de ces appareils obéissait évidemment à un cahier de charges très strict. L'enveloppe du ballon, faite de toile et de papier, devait être à la fois le plus légère possible, au risque de présenter des fragilités, le plus étanche possible, le plus résistante possible, pour éviter les fuites de gaz sustanteurs. Le poids susceptible d'être embarqué était limité par le volume du gaz et imposait des équipages en nombre extrêmement réduit, 3-4 personnes. De plus, l'aérostat tel que De Bureau le pratiquait n'était pas dirigeable, du fait que la technique ne disposait pas encore du moteur à explosion pour mouvoir l'appareil. La machine à vapeur était trop lourde pour être embarquée à bord d'un ballon, et le moteur électrique alimenté par des piles qui existaient n'avait pas la puissance nécessaire. L'aérostat s'élevait donc grâce au gaz qui le remplissait, mais en l'absence de moteur, il restait tributaire pour se déplacer sur l'axe horizontal de l'orientation et de la force aléatoire des vents. Il n'y avait pas de gouvernail donc. Servitude qui interdisait de guider la direction de l'aérostat et qui restreignait évidemment son autonomie. Le capitaine De Bureau se préoccupait de ce problème. En 1891, il avait publié chez l'éditeur Berger-Levrault une plaquette de 31 pages intitulée « De la possibilité des voyages aériens au long cours ». Possibilité qui marque en germe un intérêt pour la fiction. Au long cours était en effet une question d'actualité cruciale pour un officier. La France, un petit point d'histoire, qui se préparait à une guerre contre l'Allemagne, avait noué en 1892 une alliance politique et militaire avec le tsar Alexandre III. Mais elle était géographiquement séparée de la Russie par l'empire d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, qui étaient unis au sein de la Triplice. De là, de graves difficultés de communication entre les futurs alliés français et russes. En 1994, De Bureau avait fait paraître une brève étude sur, je cite, « les communications entre la France et la Russie en cas de guerre européenne, voyages aériens au long cours ». Vous voyez que si la fabule autour du roman, c'est par profession et par souci patriotique. Et en 1997, il avait réétudié la question avec la collaboration d'un ingénieur, Maurice Dibos, dans un ouvrage théorique de 231 pages, pourvu de cartes et de figures, intitulé « Voyages aériens au long cours, fleuves aériens, leur cours, leur utilisation pour les aérostats ». Simultanément, De Bureau tirait parti de son expertise pour inventer les aventures aériennes romanesques destinées à éveiller des vocations. Il était né à Batna, en Algérie, dans les Aurès, et son terrain d'expérience favori était l'Afrique. Ces romans méritaient l'appellation d'aérostatique puisqu'il y respectait les contraintes techniques effectives des appareils volants sur lesquels il naviguait. Sur ce terrain romanesque, il n'était évidemment pas le seul depuis la publication en 1963 de 5 semaines en ballon. Dans les romans d'aventure du dernier tiers du XIXe siècle, il s'envole des ballons un peu partout, à toutes les pages. Gustave Le Rouge, Paul de Sément, Louis Noir, André Laurie, Robida, le capitaine d'Henry font décoller des tas de ballons avec des aérostiers avec des moustaches en croc qui font des actes héroïques aux quatre coins du monde. Le voyage en ballon n'est donc ni l'invention ni le monopole de De Bureau, mais De Bureau est le seul romancier qui ait été aérostier de métier et le seul qui ait jugé possible, à ce titre, de créer, de dénommer et donc de rendre identifiable et classable ce sous-genre romanesque inédit.
Alors, quoi que vaillent les romans de Léodex, sous le rapport proprement littéraire, vous devinez qu'ils ne valent pas grand-chose. Ils m'intéressent aujourd'hui parce qu'ils permettent de répertorier les contraintes narratologiques, voire discursives, qu'un mode de développement aussi étroit, et je reprends le mot au sens que lui donnait Gautier, imposait à l'invention romanesque. Alors, dans la partie qui va suivre, pour aller vite, je survolerai les contraintes que le thème du ballon non dirigeable impose à l'histoire racontée, à la sélection des personnages et au couple narration et description. Et dans la dernière partie, je me demanderai si ces contraintes suffisent ou ne suffisent pas à constituer un genre et à assurer son éventuelle longévité. Et vous devinez déjà la réponse. Donc des incidences morphologiques qui sont liées au choix thématique extrêmement précis et restreint, borné par les compétences techniques d'un appareil aujourd'hui disparu. Je commence par les ressources du ballon dans l'invention d'une intrigue romanesque de roman d'aventure. Dans un roman d'aventure, la qualité de l'histoire tient à sa capacité à générer des péripéties. Et à ce point de vue, l'aérostat est un mode de transport périlleux et générateur de péripéties originales, du fait qu'il évolue dans un espace non pas à 2, mais à 3 dimensions. Et ces péripéties sont d'autant plus intéressantes pour un affabulateur qu'elles sont réversibles. L'altitude, d'abord, confère à l'aérostier des capacités humaines hors du commun. Rapidité de déplacement, à l'aune évidemment du cheval qui est au sol à la fin du XIXe siècle. Ubiquité liée à la rapidité de déplacement, invulnérabilité. L'indigène qui tire des flèches dont rient les aérostiers, vous imaginez la scène. Regard synoptique sur le paysage qui confine à l'omniscience, tout cela dote le personnage de pouvoirs surhumains. Et c'est lié à l'usage précis du ballon. L'aérostat se prête donc parfaitement aux récits d'exploration, aux conquêtes et aux victoires militaires. En contrepartie, l'altitude nourrit la fiction de risques multiples. Le ballon, souffrant d'une enveloppe fragile, perd son altitude, ce qui force l'équipage à jeter tout le lest, voire un passager, s'il faut sauver les autres. Le vol est évidemment aléatoire, puisque le vent est son unique moteur. Une tempête l'entraîne dans une direction et à une distance inappropriée. L'absence de vent encalmine l'appareil et bloque toute narration possible. Il ne se passe plus rien. L'envol et l'atterrissage, comme dans les avions d'aujourd'hui, sont les moments les plus potentiellement dramatiques. L'envol est une opération longue et délicate. Et elle peut être contrecarrée, au gré du romancier, de plusieurs façons. Un problème technique, impossible de chauffer l'air pour décoller. L'apparition d'un danger imprévu au cours d'une escale. Quant au bon atterrissage de l'appareil, le bon atterrissage romanesque, c'est le crash. Et oui, le ballon se pose au mauvais endroit, dans un lieu inadapté. Alors on atterrit sur la canopée. On atterrit dans l'eau, on atterrit au milieu d'un désert, au sommet de l'Himalaya. Il y a tout un roman, un peu idiot d'ailleurs, qui se déroule au sommet de l'Himalaya, où on atterrit là où il ne fallait pas atterrir, au milieu de ses ennemis qu'on voulait fuir. Ultime étape, le ballon, donc, s'écrase, faute de gaz, par épuisement du lest, pour des raisons météorologiques. Vous voyez que c'est une ressource technique qui est génératrice de péripéties nombreuses. D'autres péripéties sont encore plus techniques, si j'ose dire. Le gaz est inflammable. Le ballon peut brûler. Et évidemment, la nacelle dégringoler. Le poids embarqué oblige les aéronautes à vivre sous le régime du manque et de la débrouille. La fragilité des matériaux impose des réparations de fortune. Il faut raccommoder le ballon si on ne veut pas qu'il perde trop d'altitude. En revanche, une fois le crash accompli, les passagers s'en tirent évidemment dans les romans, le ballon devient récupérable. La nacelle, on la retourne et elle sert d'habitation. Si elle était en métal, elle se transforme en canot et on peut naviguer la toile
sert à habiller les Robinson de la future Robinsonade liée à l'accident. Donc au total, le vol aérostatique recèle une événementialité intrinsèque, originale, quoique, vous le devinez, peu diversifiée et répétitive. Cet effet est renforcé par le choix des personnages. Alors, le casting d'un roman aérostatique est fortement contraint, évidemment. À la différence du roman maritime, l'aérostat, je l'ai dit, embarque un tout petit nombre de passagers. Et le romancier est donc contraint de recruter cet équipage en fonction des compétences nécessaires pour l'avancement ultérieur de l'intrigue. On a donc des assemblages de personnages totalement hétéroclites. Il faut un ingénieur pour gérer la machine du ballon, il faut un chasseur pour aller alimenter les repas des passagers, un acrobate s'il faut descendre par un arbre jusqu'au sol, l'ensemble étant souvent une offense au vraisemblable réaliste. Mais la différence entre ces personnages est génératrice de mésententes, de conflits qui sont, eux, générateurs à leur tour d'intrigues. L'aérostat les force à vivre aussi en huis clos, même si ce huis clos est un huis ouvert sur l'espace, dans une nacelle d'une extrême exiguïté. Et elle leur inflige dans les longs déplacements, parce que ça n'avance pas les ballons, un désœuvrement qui les rend bavards et qui nourrit facilement des monologues interminables que le lecteur a tendance à sauter. Alors, les passagers intéressants sont évidemment ceux qui transgressent les règles de la vie en vol. Mais la liste en est brève. Il y a des passagers clandestins. Oui. Un traître, un saboteur, un pirate. Excusez-moi si vous me faites rire. Un pirate qui détourne l'appareil. On découvre à bord, pour le pathos, une jeune fille déguisée en homme, un ou deux enfants embarqués par accident. Mais oui. Alors, évidemment, c'est le courage et la compétence de l'aérostier qui viennent compenser la menace ou le poids mort que représentent ces passagers surnuméraires. Pauvre en personnage, le roman aérostatique est aussi en ressources psychologiques. En gros, ces personnages se distribuent en deux familles. Les uns sont censés figurer le lecteur. Alors, ils poussent des exclamations émerveillées, ils éprouvent un sentiment d'effroi ou ils posent les questions naïves qui vont déclencher les exposés pédagogiques. D'autres ont un sentiment de supériorité provoqué par l'altitude, la maîtrise de l'espace. En descendant du ciel, l'aérostier révèle son essence quasi divine. Quand il est explorateur, son atterrissage est perçu par les autochtones qui sont peints, comme vous pouvez l'imaginer, comme une sorte de théophanie. Donc, le blanc, car les passagers sont blancs et les personnages au sol, chez les Odex, souvent noirs, le blanc se trouve grandi par la maîtrise de l'altitude. Inversement, un ballon qui tombe ravale ontologiquement l'aérostier céleste au rang de rampant, dont on n'est jamais bien sûr en Afrique qu'ils sont ou non des hommes. Alors vous devinez quel service l'aérostat est susceptible de rendre à l'expression de l'idéologie coloniale et racialiste. J'en viens à la narration et à la description. Le mode de narration prescrit par l'usage du ballon est moins inventif que ne va l'être la description. Le roman aérostatique, en fait, est un roman viatique, un récit viatique. Tous les titres de Dex le prouvent. Donc la narration se modèle sans imagination sur le récit de voyage. Elle en suit la chronologie. Elle adopte souvent la forme linéaire du journal de bord, du récit d'expédition. Le découpage en chapitres obéit aux étapes effectuées par l'appareil volant. Et les artifices narratifs sont tous ceux qu'utilisent déjà les romanciers d'aventures viatiques. Le ballon, l'équipage se disperse à l'occasion d'une escale,
et donc on va suivre une équipe et l'autre. Le ballon ne donne plus de ses nouvelles. Là où il a quitté le sol, on s'inquiète et on envoie une expédition à sa recherche. Donc, on a subdivisé à la fois l'énonciation et le récit. Intérêt modeste. En revanche, pour la description, il y a un véritable apport propre à ce genre d'exien. L'inventivité descriptive tient au fait que le regard de l'aérostier se porte dans 3 directions. D'abord, l'aérostier contrôle le fonctionnement de son appareil. Il a les yeux sur le manomètre, etc., etc. Et cela provoque des descriptions d'esprit positiviste accusé. Mélange à doses variables de calculs arithmétiques, de mesures, de courbes, de notices scientifiques et techniques, les rappels des progrès de l'aérostation et des héros crachés de cette aventure sur des tonalités qui vont du didactisme le plus pâteau aux envols lyriques enthousiastes. Voyez Jules Verne, Dex n'invente rien dans ce domaine. Simultanément, l'aérostier surveille les humeurs de la météorologie dont dépendent son itinéraire et sa sécurité. Par sa capacité ascensionnelle, le ballon renouvelle donc assez sensiblement la description du ciel dans une perspective utilitaire. Le ciel n'est plus celui de l'ascension de notre Seigneur ou de sa mère. Loin de là, le ciel, c'est un espace dont il faut utiliser les ressources, sans ruiner la perception esthétique et symbolique des lieux élevés. Le roman aérostatique les instrumentalise et les désacralise. Enfin, l'aérostier surtout regarde vers le bas. Et c'est là que le roman aérostatique innove le plus. En matière de description géographique, il présente en effet une originalité capitale par rapport au Paris à vol d'oiseau de Victor Hugo. Il offre une vue à la fois plongeante, à altitude variable, et une vue mobile, puisque l'appareil se déplace longitudinalement. Alors à ce titre, le déplacement du ballon par rapport au sol est homologue du déplacement de l'œil sur la carte. Et la géographie se transforme en cartographie et le roman offre en matière de géographie naturelle et de géographie humaine, donc d'ethnographie, des innovations qu'aucun autre appareil ne pouvait produire. Dex en a tout à fait conscience. Qu'il s'agisse de l'Himalaya, du pôle Nord ou du Sahara, le ballon est donc l'instrument parfait du roman d'exploration, du cartographe et du savant. Comme vous le voyez, le noyau thématique de ce sous-genre, si fragile qu'il semble, exerce bien sur l'écriture romanesque des contraintes morphologiques, à la fois originales et fortes, qui lui assignent un périmètre nettement circonscrit et une réelle identité. Arrivé à ce point seulement de mon raisonnement, je suis tenté de dire que le roman aérostatique constitue un micro-sous-genre, certes, mais un sous-genre qui a ses spécificités. Et pourtant, il ne vous échappe pas plus qu'à moi en tout cas, qu'en adoptant une appellation issue de sa seule pratique professionnelle, Léo Dex a hypothéqué la viabilité du sous-genre qu'il entendait créer. Les conditions minimales qu'il a respectées ne suffisent pas à constituer un genre. Il faut donc supposer qu'il existe d'autres conditions qui n'ont pas été respectées, et celles-là ne sont pas intrinsèques, mais elles sont extrinsèques. Alors, sans épouser la thèse darwinienne des genres à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, de Brunetière, on sait bien que les genres naissent et meurent. On en a un très bel exemple avec Léo Dex. Certains genres, même ramenés à la vie, je pense à l'épopée, à l'époque romantique, redisparaissent. Certes, quelquefois, le noyau thématique du genre subsiste, l'épique subsiste avec la disparition de l'épopée en chant et en vers, c'est indubitable. Évidemment, c'est beaucoup plus délicat dans le cas de notre romancier. On est tenté de poser la question en termes quantitatifs. Combien d'auteurs sous la bannière du roman aérostatique ?
Combien de lecteurs, combien d'éditeurs pour promouvoir le genre, combien de livres publiés? Je n'ai de réponse à aucune de ces questions, mais une chose est sûre, c'est que il a manqué à ce genre, sous-genre romanesque, la longévité nécessaire pour que nous le connaissions encore. Donc il y a une question qui se pose: combien de temps un sous-genre doit-il rester actif pour être considéré comme tel ou pour disparaître? Alors, Dex répond sans ambiguïté. Le noyau thématique qui structurait son roman aérostatique s'est effondré en quelques années. En quelques années, l'accélération du progrès a permis l'embarquement d'un moteur à explosion, l'utilisation de l'hélice, l'avion ayant un moteur, l'aérostat est devenu dirigeable, il a été supplanté lui-même par les premiers aéroplanes, et Dex avait fini sa carrière. Alors, je comprends votre tristesse en pensant que Léo Dex n'a pas eu davantage d'avenir, mais il n'en a rien su, rassurez-vous, parce qu'il est mort en 1904, je ne sais pas dans quelles conditions, mais il n'a pas vu la mort imminente de ce qu'il avait créé. Quant à réactiver aujourd'hui le genre, on pourrait le faire sous la forme d'un pastiche vintage, mais je crois qu'on ne peut pas espérer mieux. On peut poser la question un peu différemment, la question de la productivité du genre. Est-ce que les critères que j'ai énumérés dans ma seconde partie sont intéressants à étudier? La réponse est déjà plus délicate. Les contraintes drastiques imposées par l'aérostat condamnaient certes le genre à la répétition et le lecteur à la lassitude. Mais il semble bien que Léo Dex s'en soit soucié et qu'il ait compris que le strict respect des capacités des appareils sur lesquels volait le capitaine de bureau, qui était le même homme, bridait son invention. En 1901, si on entre dans une chronologie un petit peu plus fine, dans un roman qui s'appelle « À travers Madagascar insurgé », il dote son aérostier d'un nouveau type de ballon semi-dirigeable, équipé d'un moteur à hydrogène, ce qui n'existait pas à l'époque. Comble d'audace, en 1904, dans Vers le Tchad, sous-titré Roman aérostatique, il invente un ballon fabriqué avec un matériau solide et léger, découvert dans un aérolithe trouvé dans un champ. C'est difficile d'être sérieux avec ce sujet. Et un ballon qui sera gonflé avec de l'hydrogène, comprimé dans des tubes. Bien, il invente donc un ballon dont l'enveloppe a une résistance supérieure, qui résiste aux déchirures. Il améliore la charge embarquée, l'autonomie s'accroît, et de bureau, tout capitaine d'aérostier qu'il fut, violait donc lui-même, sous pseudonyme, les limites qu'il avait assignées au genre qu'il venait de créer. Du même coup, la question qui se pose, c'est de savoir si Léo Dex a sauvé le genre en procédant ainsi, ou s'il l'a condamné. En fait, Léo Dex n'avait pas d'autre solution pour démultiplier les potentialités dramatiques de son ballon que de prêter à l'appareil des capacités techniques qu'il ne pouvait pas posséder. A-t-il éprouvé des scrupules à le faire? Est-ce que Léo Dex a eu conscience de franchir, si peu que ce soit, les limites du genre qu'il avait lui-même défini? Il ne répondra plus à la question, mais il me semble qu'il n'a avancé au-delà de ses limites, en dehors du micro-périmètre de ce genre, qu'il n'a avancé qu'avec qu'une grande prudence. On peut donc penser qu'il était à peu près respectueux de la définition du sous-genre qu'il avait inventé. Mais les autres romanciers, les feuilletonistes en particulier, n'avaient pas ces scrupules, loin de là, et ils inventaient des ballons qui faisaient des prouesses invraisemblables. Et de ce fait, on se demande, mais je ne sais pas trop comment y répondre, on se demande si Léo Dex est allé sur le terrain de la science-fiction naissante ou s'il a simplement poussé d'un pas plus avant le devenir technologique des ballons qu'il pilotait lui-même. Quand on lit les romans de Louis Noir,
on découvre que le romancier trouvait des solutions non techniques à des problèmes qui étaient des problèmes techniques. Il invente par exemple que quand un ballon a perdu une part de son enveloppe, eh bien, il peut se poser n'importe où en Afrique parce que le héros a formé des équipes de couturières dans chacun des villages du Sahara qui sont capables de rafistoler, voire de recréer intégralement le ballon. Nous avons là, vous voyez, des privautés que notre aérostier ne s'est pas permis. La question qui se pose, c'est donc la question du vraisemblable. Eh oui, dans un premier temps, il me semble que Léodex a assimilé le vraisemblable et le vrai en mettant en fiction des appareils existant réellement. Leurs caractéristiques techniques dans les romans respectaient plus ou moins les limites du vraisemblable. Et alors, est-ce que la question de l'appartenance générique peut se définir en termes de plus ou moins, ou est-ce qu'elle ne devrait pas être, est-ce qu'elle n'est pas de tout ou rien, ce qui tendrait à prouver que, quand on voit le traitement adopté par Léodex, qu'il n'y a pas de frontière entre les genres, mais qu'il y a une sorte de continuum à variations successives, où fixer le curseur des limites autorisées par ce genre inventé par ce romancier. On peut poser cette question d'une dernière façon, celle du vraisemblable sans doute, mais celle aussi de la tonalité. Léodex, je l'ai dit, de bureau étaient des gens sérieux. Sérieux, c'était un officier qui ne rigolait pas, et d'ailleurs ses passagers n'ont d'autre chose à faire, toujours des solutions à trouver à des cas difficiles. Est-ce que le sérieux était inclus dans les critères d'appartenance générique de ce sous-genre qu'il venait de créer? Mais alors, comment le savoir? On peut en juger par le comportement des personnages et par les éventuels discours que le romancier aurait tenus sur son propre genre. Mais s'il a tenu de ces discours, je n'en ai retrouvé aucun. Donc, en d'autres termes, est-ce que le roman aérostatique est susceptible de glisser d'une tonalité à une autre? Ou bien perd-il son identité s'il quitte le genre sérieux, car le roman réaliste lui aussi se donne comme genre sérieux, et s'il glisse par exemple vers la fantaisie? Eh bien, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là du roman de Robida, paru vers 79-80, qui s'appelle « Voyage très extraordinaire de Saturnin Farandoul dans les 5 ou 6 parties du monde et dans les pays connus et même inconnus de M. Jules Verne ». Ce sont des voyages en ballon aérostatiques. Il n'en existait pas d'autres, d'ailleurs, à cette date. Qu'est-ce que je ferais d'un roman qui s'appelle « Les aventures merveilleuses de Dash Perruquier des Zouaves », un roman signé Paul de Sémant qui raconte les mésaventures d'un soldat imbécile que l'encre d'un ballon accroche par le fond de sa culotte et transporte jusqu'au cœur de l'Afrique. Roman aérostatique? Non, j'en suis certain, aurait dit Léodex. Mais alors, il faut donc considérer que la tonalité est un critère inclusif dans la définition du genre. Et l'histoire fantastique de mon illustre cousin Benoît Laroutine et de son voyage au fin fond de la Lune, qui est un roman qui date de 1836. Vous le voyez, voyage très extraordinaire, aventure merveilleuse, histoire fantastique. Que fera-t-on de ces romans, puisque le genre, qui est, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, un instrument de classification des textes, perd manifestement ici sa fonction classificatoire. Je n'ai pas de réponse à ces questions, c'est à vous qu'elles sont posées, mais comme on le voit, les impératifs morphologiques imposés à l'écriture du roman par un noyau thématique très fermement circonscrit et très contraignant, très fort, s'ils suffisent à constituer l'identité d'un sous-genre, fût-il microscopique, sont manifestement impuissants à lui assurer la longévité et la productivité qui pourraient l'installer durablement dans l'histoire littéraire et lui conserver cette capacité classificatoire. Au pied de l'immense arborescence que constitue le genre romanesque, le sol, est jonché d'innombrables feuilles mortes. Je ne sais pas si le capitaine de bureau est mort en 1904 dans le crash de son ballon. La seule certitude, c'est que le roman aérostatique de Léodex a été sauvé de
trop longue et d'inutile redite par sa disparition même.